Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la fois sur BFM Business et 01 TV. C'est la rentrée pour En route pour demain, votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Je suis ravi de retrouver Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour François. Alors, au menu de ce premier numéro pour cette rentrée, regardez, on va parler de Tesla dans un instant, Pauline. L'autopilote dans la tourmente. Suite à plusieurs accidents, l'agence de sécurité routière américaine a lancé une enquête sur le système de conduite semi-autonome de Tesla. Julien Bonnet sera en plateau pour décrypter les conséquences pour le constructeur. Alors, faire du vélo, c'est bien, on en fait de plus en plus, mais autant être hype et beau sur le vélo. Absolument. On verra que, Wallby s'est spécialisé justement dans les tenues sympas quand on fait du vélo. Bon, maintenant qu'on a la tenue, il nous faut justement le vélo. Cowboy lance une nouvelle version de son vélo connecté. Dimitri Charitis l'a essayé pour nous. Et puis, on terminera toujours dans le domaine du vélo avec des idées. Si vous allez au travail avec le vélo, Pascal Samama a dégoté quelques petits outils, accessoires bien sympathiques. On est prêt pour la rentrée ? Allez, on y va. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous. C'est parti. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et oui, le retour donc de En route pour demain. On est ravis de vous retrouver à la fois donc sur BFM Business le week-end et puis aussi sur 01 TV. Votre rendez-vous dédié, je le disais, à toutes les mobilités. Et Pauline, on va commencer avec ce qui a fait l'actu encore une fois cet été, en tout cas ces dernières semaines. C'est l'autopilot de Tesla. C'est l'autopilot de Tesla qui est une nouvelle fois en difficulté. Est-ce que finalement l'autopilot est dangereux ? Alors c'est pas la première polémique que suscite ce système de conduite semi-autonome, il y en a déjà eu quelques-unes. Mais la question est revenue sur le tapis à la mi-août puisque la NHTSA, l'agence de sécurité routière américaine, a ouvert une enquête sur la responsabilité de cet assistant de conduite suite en fait à plusieurs accidents. Alors Julien Bonnet, bonjour. Tu es journaliste automobile pour BFM Business. Tu connais aussi très bien Tesla puisque tu as écrit le livre Tesla, l'Ampère contre-attaque sur la saga du constructeur californien. Alors peut-être avant de faire le point justement sur cette enquête aux États-Unis, est-ce que tu peux revenir et nous dire l'autopilot, c'est quoi ? Ça marche comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Donc, l'autopilot, c'est finalement le système de conduite semi-autonome qui a été lancé par Tesla en 2014. Donc à l'époque, il faut rappeler que c'était assez rare. Donc, pour résumer, un système de conduite semi-autonome, ça va associer un régulateur de vitesse adaptative. Donc je rentre la vitesse souhaitée, par exemple 130 sur une autoroute française. Et s'il y a une voiture qui roule moins vite devant moi, la voiture d'elle-même va adapter sa vitesse au rythme du conducteur qui est devant. Et en fait, la nouveauté introduite par Tesla, c'est que ça couplait ce système au suivi des lignes de la route. Donc sous-entendu sur autoroute, j'aurais même pu aussi à tourner le volant. Ça sera assuré par le système. Donc aujourd'hui, on est donc 7 ans plus tard, l'option elle est désormais courante, donc on la retrouve même chez des marques généralistes où finalement ça va vraiment nous assister sur notamment la conduite sur autoroute qui est assez simple pour repérer les lignes de la route et ajuster la vitesse en fonction du trafic. Et finalement, ce système, il a aussi évolué chez Tesla, qui a gardé une certaine longueur d'avance par rapport aux marques concurrentes, même si, bien sûr, le premium allemand, notamment, est à l'affût pour justement être assez à niveau. Et donc, sur la dernière évolution, donc le full self-driving ou capacité de conduite entièrement autonome en français, par exemple, la voiture va pouvoir gérer des dépassements sur autoroute ou Elon Musk promet souvent la possibilité de conduire un parcours vraiment complet, donc ville-autoroute. Et c'est vrai qu'en ville, avec la complexité de la circulation, c'est d'autant plus intéressant, mais ça reste en bêta. Et ce système, surtout, il s'appelle autopilot, et ça c'est peut-être le cœur du problème. Depuis le début, on reproche à Tesla de l'avoir appelé comme ça, donc pilotage automatique, et ça sous-entend que finalement les conducteurs penseraient vraiment avoir un système pouvant gérer totalement la conduite, alors que ça reste un simple assistant. Et donc le problème, c'est que ça déresponsabilise en quelque sorte les automobilistes, qui font de moins en moins attention à la route. Et alors, quand il y a un problème, là, ça pose de gros soucis. Voilà, et c'est là où on arrive à l'enquête américaine donc, qui a été déclenchée en août. Donc, sans rentrer dans les détails, elle se penche, cette enquête, sur 11 accidents qui ont eu lieu au cours des 3 dernières années. Voilà, la problématique là, c'est finalement des collisions qu'il y a eu avec des véhicules d'urgence qui étaient à l'arrêt, notamment sur des bandes d'arrêt d'urgence. Et il y a eu une collision, il y a eu un mort et 17 blessés. Donc ça relance une certaine polémique sur l'utilisation par Tesla uniquement des caméras. Pendant un moment, ils avaient utilisé le radar. Et finalement, les caméras, en tout cas, c'est le discours d'Elon Musk, fonctionneraient parfaitement pour gérer tout ce qui est un peu conduite assistée dans un environnement avec des objets qui se déplacent. Mais là où ça pose problème
problème apparemment, c'est sur les véhicules d'urgence à l'arrêt, où finalement la caméra aurait peut-être ce défaut de mal détecter des objets, alors que le radar finalement il parviendrait mieux, et c'est ce que va finalement permettre de trancher l'enquête. Et cette enquête, elle rappelle des précédentes, notamment lorsque en 2016, Joshua Brown avait perdu la vie au volant de sa Tesla, et c'est le premier mort officiellement avec l'autopilot activé. Donc voilà, on va pas rappeler les circonstances de l'accident, mais il avait percuté un poids lourd à vitesse d'autoroute, donc malheureusement pour lui, il n'y avait aucune chance n'avait pas freiné, n'avait pas de détecté survie, le poids n'avait lourd. pas détecté le poids lourd. Voilà, c'était ça l'origine du problème. Et donc c'est un cas qui symbolise bien cette problématique autour de l'autopilot, parce que Joshua Brown, quelques semaines avant cet accident mortel, il avait posté une vidéo sur YouTube où il montrait justement une situation où l'autopilot lui avait permis d'éviter un accident sur autoroute, c'est-à-dire qu'un camion dans son angle mort allait le percuter et la voiture d'elle-même l'avait évité. Donc ça, c'est vraiment, ça symbolise vraiment le paradoxe. Ce paradoxe complètement. Et c'est toujours dans le discours de Tesla. Elon Musk rappelait en avril dernier, donc bien sûr avant l'enquête de la NHTSA, qu'a priori on se rapprochait des statistiques officielles, en tout cas communiquées par Tesla, où une personne qui conduit une Tesla avec l'autopilot activé a 10 fois moins de chances d'avoir un accident qu'une personne qui roulerait en Tesla sans l'autopilot. Donc finalement, on voit ces systèmes, ça prépare aussi demain des futures voitures vraiment 100% autonomes qui n'auront peut-être pas justement un conducteur derrière le volant, mais quelqu'un qui sera assis en passager sur la banquette arrière. Voilà, complètement, et c'est ce qui peut expliquer aussi une certaine prudence des autorités qui vont plutôt, on va dire, tolérer ces systèmes plutôt que vraiment les accepter. C'est-à-dire que la règle, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, pour conduire une voiture, même avec les assistants de conduite les plus perfectionnés, il faut garder les mains sur le volant, il faut être en mesure de reprendre le contrôle à tout moment, parce qu'on sait que ces systèmes, ils sont en cours de développement, qui ne sont pas infaillibles, et donc il faut toujours être capable de reprendre le volant. Donc finalement, cette enquête et ses retombées, elles posent pas mal de questions. Par exemple, qu'est-ce qui se passerait si la NHTSA disait à Tesla, il faut désactiver tous les autopilotes, sachant que l'enquête là, elle concerne 765 000 véhicules, et donc Tesla a les moyens, bien sûr, via ses mises à jour à distance, de soit corriger des défauts, soit bien sûr couper totalement l'autopilote, mais on imagine la réaction des propriétaires Tesla qui l'ont payé, qui ont payé cette option souvent très chère. L'autopilot de base, donc régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes, c'est de série, mais pour avoir des options un peu plus avancées, c'est 3 500 € et vous montez à 7 000 € pour, on va dire, bénéficier des dernières mises à jour. C'est toujours ce sur quoi a joué Elon Musk, et c'est vrai que cet avenir du véhicule 100% autonome, les autorités le préparent, donc elles laissent plutôt les constructeurs développer leur système, et ça pose encore plein de questions. Par exemple, combien de temps de réaction on laissera à un conducteur si on le laisse, même sur autoroute, déléguer la conduite, voilà, ce qui est totalement sûr. Mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. C'est-à-dire, au moment où vous dites... qui est responsable. S'il y a voilà, alors ça, le code de la route a évolué récemment, justement, en France, pour permettre de préparer le cadre, en fait, aux futurs véhicules autonomes. Et c'est vrai qu'on imagine des situations où on vous permet de déléguer la conduite. Si vous vous endormez, combien de temps on vous laisse pour reprendre le volant? 5, 10, 20 secondes. C'est pas forcément évident de se dire que dans ce temps assez court, on sera en mesure de lâcher sa série Netflix ou de reprendre le volant après une sieste. Merci beaucoup Julien. Julien Bonnet, donc journaliste à BFM Business, Tesla et son fameux autopilote. Pauline, on enchaîne avec notre invité. On passe tout de suite à notre invité, c'est Wallby et c'est Yann Ber qui sera avec nous. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Ah là là, c'est très important là maintenant le sujet qu'on va évoquer. Pour tous ceux qui le savent, quand on fait du vélo et qu'on va au travail, c'est pas pratique. C'est pas facile. Des fois, il faut se changer, il faut avoir des vêtements adaptés. C'est compliqué. Et surtout, là, beaucoup de gens vont retourner au travail après des mois en télétravail et ils ont envie de revenir élégants avec leurs collègues. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une tenue confortable pour le vélo, mais tout en restant élégant, Pauline. C'est ça la nouveauté. Ça, en fait, c'est la base de l'entreprise Wallby. Yann Ber, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Vous êtes fondateur de cette start-up, puisque vous êtes tout jeune, vous êtes né fin 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Wallby, c'est quoi? C'est une marque de vêtements techniques? C'est une marque de mode? Qu'est-ce que c'est? Finalement, on a décidé d'inventer un vestiaire qui est éco-responsable, qui mêle l'élégance d'un dress code de ville avec la technicité d'un vestiaire de sport. En fait, vous réconciliez le vélo et le costard-cravate, quoi. Exactement. L'objectif pour nous, c'est d'aller au bureau à vélo avec des vêtements de ville.
Alors comment faites-vous? Parce qu'on peut se dire que bon, déjà, si on est en costard, on n'est pas forcément très à l'aise. Il y a des matières aussi qui ne sont pas forcément compatibles avec le vélo. Et puis malgré tout, nous sommes des humains. De temps en temps, on peut transpirer. Alors pas moi, jamais, mais de temps en temps, certaines personnes le peuvent. Et malgré tout, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on peut pallier à ce type de problème? Oui, absolument. Alors nous, on a créé un vestiaire en s'inspirant d'un vestiaire de sport, donc en s'inspirant des 3 couches d'un vestiaire de sport, c'est-à-dire que les couches qu'on porte sur la peau absorbent l'humidité mais sèchent beaucoup plus vite que le coton. Donc on n'a pas choisi du coton pour notre vestiaire, on a choisi de la laine mérinos qu'on utilise dans les vêtements de sport, dans les vêtements de randonnée comme des premières couches qui absorbent l'humidité mais qui sèchent aussi très vite. Et on a choisi aussi, là par exemple, la chemise blanche, c'est du tencel et du polyester recyclé qui a la spécificité de sécher beaucoup plus vite que le coton. Donc avec nos premières couches, nos chemises par exemple, on n'a pas la sensation d'un tissu qui colle contre la peau et qui peut nous gêner. Donc c'est une question de choix de matière, c'est une question de coupe aussi. Donc on va utiliser dans notre vestiaire des matières comme le mérinos et le tencel. Et des coupes, on va les choisir très sportives. Donc on va chercher à résoudre 3 problèmes. Le problème de la transpiration, donc à travers les matières de mérinos et de tencel. On va choisir de gérer le confort, la liberté de mouvement. Donc là, on va utiliser de la maille, par exemple, ou des matières extensibles qu'on veut, nous, éco-responsables. Donc on va travailler avec du Roica, par exemple. C'est de l'élastane biosourcé. Et on cherche aussi à se protéger des intempéries, parce que la pluie mouille pas moins en ville qu'à la montagne. Donc là, on va avoir des vêtements qui sont imperméables grâce à des membranes en polyester recyclé. On va aussi avoir, par exemple, des zips sous les aisselles sur tous nos vêtements d'extérieur. Donc finalement, on a vraiment étudié notre vestiaire pour mélanger le dress code du bureau avec la technicité d'un vestiaire de sport pour être confortable tout au long de la journée. Et est-ce que du coup on peut arriver au bureau après avoir fait du vélo et sans avoir le pantalon froissé Oui. Parce que c'est aussi un Oui, sujet. bien sûr. Et la chemise trempée. Ouais, mais la laine mérinos est une matière qui se froisse très peu, donc c'est un choix très judicieux pour ça. Et puis après, dans le vélo taf, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens qui se déplacent à vélo au bureau, il y a aussi une gestion du trajet. Donc on va toujours privilégier les sacoches plutôt que d'avoir un sac à dos. On va privilégier une gestion du trajet en pédalant plutôt de façon souple et pas dure. Et puis en ralentissant avant le dernier kilomètre pour éviter qu'on monte en température un peu trop facilement. Donc finalement, c'est un mix entre le choix de vêtements et aussi la gestion d'un trajet qui est à faire. C'est de la mobilité, de l'écomobilité finalement, Exactement. mais même pour son corps en fait, comme on conduirait une voiture électrique. Exactement. Mais je crois que le premier bénéfice du vélo, c'est ça, c'est la parenthèse qu'on peut faire entre le domicile et le travail, c'est la santé. On est en mouvement, donc effectivement, on travaille notre santé. Donc il y a plein de bénéfices à ça. Et dans le vêtement, s'il a une fonction de représentation, il a aussi une fonction de confort qui doit nous permettre de vivre nos journées en étant complètement libres. Moi, si j'ai créé Wallby, c'est parce que j'avais le sentiment de perdre ma liberté dans mon vestiaire classique. Et là, vous êtes venu avec une tenue Wallby d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui, là, je suis équipé en Wallby avec donc une chemise que l'on appelle Serenity, puisqu'elle est anti-transpiration, elle est en tencel et en polyester recyclé. Elle est blanche, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, vous avez une petite chemise blanche. Blanche, oui, absolument. Voilà. Et un petit polo dessus. Un petit polo qu'on peut porter, marine. voilà, on peut porter en pull, col-bouton ou alors à même la peau, puisque la maille est en mérinos et en tencel et donc elle est respirante. Et on a travaillé sur nos vêtements, les longueurs spécifiquement. Donc on a par exemple des manches un peu plus longues que la normale parce que quand on a les mains sur le guidon, il faut être protégé. On a une longueur de dos plus longue parce qu'on veut éviter d'avoir le dos découvert. Voilà. Donc il y a quelques spécificités dans nos coupes qui font que nos vêtements s'adaptent parfaitement au vélo. Et alors Yann, est-ce qu'il y a un vestiaire Wallby pour femmes? Parce que là, tout ce que vous nous montrez, c'est pour ces messieurs, mais... C'est une question récurrente. Aujourd'hui, nous, on se concentre sur vestiaire masculin, simplement parce qu'on veut faire grandir la société brique par brique et que finalement, c'est un arbitrage de moyens, mais c'est prévu à terme. C'est prévu. Alors, quel est le prix de ce genre d'habit ? Alors finalement, cette chemise blanche, elle est à 109 € et les chemises en mérinos sont à 139, le pull est à 139 et on va jusqu'à un carcoat qui peut aller jusqu'à 990 €, mais qui est fabriqué en Italie parce qu'on a une fabrication purement européenne, qui est thermocollée, qui a des zips sous les aisselles avec des niveaux de finition très, très haut de gamme.
Volby, très sympa, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yann Baird, vous êtes le fondateur donc de Volby. Et on enchaîne tout de suite avec l'essai de la semaine maintenant. Et on va aussi Pauline. parler vélo. On Eh oui. avait la tenue, maintenant on va chercher le vélo. C'est Dimitri Charitsis qui essaye le Cobol 4 ST, c'est-à-dire la nouvelle version du Cowboy. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. Cette année, Cowboy a décidé de reprendre les choses en main. Il faut dire que la marque belge, l'an dernier, nous avait quelque peu déçus en dévoilant une troisième version de son vélo connecté qui n'apportait pas grand-chose de nouveau, si ce n'est des améliorations logicielles. Là, on oublie la partie logicielle, enfin pas tout à fait. On se concentre davantage sur le vélo et on apporte beaucoup d'améliorations. On va voir ça tout de suite avec ce nouveau Cowboy ST. La première nouveauté sur ce Cowboy, vous le voyez immédiatement, c'est le format du vélo. Ici, on a un cadre ouvert. Alors, petite précision, vélo ouvert ne veut évidemment pas dire vélo de filles. C'est un vélo qui est tout simplement plus facile à enjamber et qui est plus adapté à la ville. Le cadre ouvert n'est pas la seule amélioration de ce Cowboy ST. Il y a aussi des améliorations non visibles et qui pourtant vont changer la façon de piloter ce vélo. Il y a d'abord le moteur dont la puissance a été augmentée. On avait un couple qui était limité à 30 Nm auparavant. Ça pouvait paraître un peu léger sur certaines difficultés, même en ville. Aujourd'hui, on est à 45, c'est beaucoup plus pratique de circuler avec et on verra que ça a une incidence sur le plaisir de conduite. Il y a également un support Quadlock qui est maintenant intégré sur le guidon. Quadlock, vous le savez, c'est cet accessoiriste qui fournit pas mal justement de matériel pour le vélo et la marque belge Cowboy s'est associée à Quadlock pour intégrer directement sur le cintre un support pour le vélo. Ça a un avantage certain, c'est que du coup le smartphone est parfaitement intégré au guidon et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le choix du matériel qu'on va utiliser. Voilà pour le tour de nouveautés. Pour le reste, c'est un Cowboy comme on les connaît, c'est-à-dire avec la batterie amovible, évidemment la courroie qui est un vrai plus notamment en ville et ce design qui est désormais bien connu puisqu'on en voit de plus en plus dans nos rues. Si on a souhaité tester cette version ST du nouveau Cowboy, c'est aussi parce que c'est celle qui, forcément par son format, va changer les sensations de conduite. On reprochait parfois au Cowboy classique d'avoir une position, on va dire, un peu trop sportive, un peu trop agressive, et finalement de ressentir énormément les vibrations de la route. Et bien sur cette version ST, on a aussi une position beaucoup plus relevée, beaucoup plus reposante, avec la tête qui est un peu plus surélevée et donc une meilleure visibilité sur la route et ce qui arrive en face de nous. Donc c'est une façon un peu plus reposante de faire du vélo, un peu plus facile aussi en ville et globalement c'est quelque chose qui manquait en tout cas dans l'offre de Cowboy, c'est quelque chose qui empêchait certains clients potentiels d'aller vers la marque belge. Aujourd'hui avec une proposition de format ouvert, Cowboy corrige cela. Pour le reste, les impressions de conduite, elles sont toujours aussi bonnes. Cowboy a su répliquer ce feeling de conduite qui était déjà sa marque de fabrique jusque-là, avec en plus quelques améliorations. On a notamment, on va dire, une assistance électrique qui est un peu plus fluide et un peu plus naturelle. Alors, on sent toujours une pointe au démarrage, mais une fois que ce démarrage est passé, une fois qu'on a pris quelques coups de pédale, et là, l'assistance elle est beaucoup plus douce, on la sent beaucoup moins, et finalement, c'est un très gros progrès pour un vélo sur ce niveau de prix. Cowboy a aussi amélioré son vélo d'un point de vue équipement. Alors la petite nouveauté, c'est que désormais, on a les garde-boue qui sont fournis de série. En revanche, ne pas proposer une béquille pour un vélo de ville vendu 2500 €, c'est franchement un petit scandale. Vous le savez, Cowboy se veut une marque de vélo connecté. Et donc une marque de vélo connecté propose des vélos avec une application. La différence de Cowboy par rapport à d'autres concurrents, c'est que l'application sert réellement à quelque chose. La première chose, c'est de pouvoir déverrouiller ou même se connecter à son vélo. Alors on vous l'a dit, les progrès sur l'application, c'était plutôt pour le Cowboy 3 de l'an dernier. Malgré tout, cette année, il y a aussi quelques nouveautés. Il y en a essentiellement deux. La première, c'est un volet social sur l'application. On peut désormais voir les autres possesseurs de Cowboy qui le souhaitent dans son entourage, en gros à proximité de son emplacement, et on peut organiser des sorties communes avec eux. L'autre nouveauté qui nous a beaucoup plus intéressé pour le coup, c'est le volet statistique de l'application. On peut désormais avoir un aperçu beaucoup plus complet de ces sorties avec
diverses informations telles que la vitesse moyenne, les kilomètres parcourus et même les calories brûlées. C'est beaucoup mieux fait. On a le parcours, on a l'itinéraire emprunté et là-dessus, c'est vraiment un plus. Une dernière petite chose, c'est une nouveauté qui avait été annoncée l'an dernier et déployée au cours de l'année. On n'avait pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus et cette fois-ci, c'est fait. C'est la possibilité de programmer ces itinéraires, en tout cas d'avoir des propositions d'itinéraires en fonction de la qualité de l'air là où on roule. Là-dessus, on a un avis un peu mitigé dans la mesure où, typiquement sur notre parcours de test de ce matin, qui fait un tout petit peu moins de 20 km, le choix proposé par Cowboy nous rajoutait 2 km pour éviter quelques rues effectivement un peu passantes, mais on peut se demander si c'est véritablement utile de faire de tels détours pour respirer à peine mieux dans la mesure où on est à peine quelques centaines de mètres de la voie principale. Au cours d'une bonne semaine avec ce Cowboy 4 ST, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a beaucoup apprécié la nouvelle version du vélo belge de Cowboy, particulièrement parce qu'en fait, Cowboy a fait des bons choix, c'est-à-dire d'augmenter la puissance de son moteur, d'augmenter le couple fourni par son moteur, et aussi ce cadre ouvert qui finalement va ouvrir de nouvelles possibilités en allant toucher une nouvelle clientèle. Le travail qui a été fait aussi du côté de la géométrie, c'est vraiment pas mal, tout simplement parce qu'en offrant cette position plus relevée et plus facile pour la ville, Cowboy répond à une vraie demande de la part de ses clients. Et surtout, toutes ces améliorations, en fait, elles ont été faites en gardant ce qui fait l'ADN de la marque, avec la courroie, le moteur, le capteur de couple. Voilà, tout ça, c'est encore présent, y compris sur la partie application, qui là encore est plus poussée que chez tous les concurrents. Alors, bien sûr, tout ça a une conséquence sur le prix, et elle est parfois difficile à comprendre, dans la mesure où chaque année, Cowboy augmente le tarif de son vélo. Là, il passe à 2 500 €, et on le rappelle, il n'y a toujours pas de béquille. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Alors on reste dans l'univers du vélo. Cette semaine, c'est un tour de France en fait que nous allons faire dans la rubrique en région et ça tombe bien. Pascal Samama, bonjour. Bonjour François. Bonjour Pascal. Alors vous nous avez trouvé pas mal de petites innovations pour maintenant qu'on a le costume, on a le vélo, pour pouvoir se mettre pleinement au vélo taf en cette rentrée. Il faut plein d'accessoires pour faire du vélo et pour faire un tour de France du vélo, il faut plein d'accessoires. Il ne s'agit pas juste d'avoir un vélo, mais il faut aussi le protéger contre le vol. Il faut aussi écouter de la musique ou écouter son GPS pour savoir quelle route prendre. Et puis il faut aussi des accessoires pour transporter le matériel qu'on a à prendre, donc des sacs. Alors j'ai 4 petits accessoires qui sont tous un peu techno, évidemment, parce que j'ai quand même une fibre un peu tech à la base. Le premier, on va parler de ça. De ça. Ça a l'air lourd en tout cas quand tu le soulèves. Alors tu es ça énormément pèse 2,3 musclé. Tu es énormément musclé, donc ça ne se voit pas, il n'y a pas d'effort. Mais... Ça peut permettre, c'est un antivol, il pèse 2,3 kg. Pour nos auditeurs en radio, c'est vrai, quand on le voit, on n'a pas du tout l'impression que c'est un antivol de vélo. On hésite entre une batterie, une perceuse, c'est assez... Il n'a pas de serrure, il a une alarme dedans et il est connecté à mon smartphone. Si je suis à côté, je n'ai pas besoin de mettre la clé dans la serrure, mon smartphone est à côté. Il va se déverrouiller tout seul. Et il se déverrouille tout seul. Et là, il se déverrouille parce que ton smartphone est à côté. Exactement. En fait. Et dès que tu t'éloignes... Alors on peut aussi... Il se verrouille. Il se verrouille totalement. Quand on le met dedans, il se verrouille, ce qui permet, parce qu'il y a une nouvelle technique de vol de vélo qui est de crocheter les serrures. Là, on ne peut pas crocheter les serrures. Il y a en plus une alarme intégrée 100 décibels. Si quelqu'un s'amuse à essayer de le forcer, ça sonne et ça ne va pas laisser les gens autour indifférents. Donc c'est un produit qui coûte un peu cher, qu'il faut acheter quand on a un vélo, bien sûr, un peu cher. Environ 300. Ouais, bon. Avec tous les accessoires, avec la télécommande qui va avec, avec l'alarme, avec l'appli qui permet de le connecter. Ce qui permet aussi de ne plus avoir de serrure. Si tu me prêtes ton vélo, je télécharge l'appli, tu m'autorises et je peux le déverrouiller avec mon propre smartphone. On peut partager un vélo à plusieurs sans avoir besoin de faire des clés. Autre petit accessoire sympa. C'est une pochette. C'est une pochette avec mais il y a un truc dedans. Voilà. Un casque que l'on met comme ça. Et comme vous le voyez,
eh ben, je n'ai en fait, rien. Les écouteurs ne sont rentrent devant pas. les oreilles. Exactement, ils ne rentrent pas dans les oreilles. Ça fait que je peux écouter de la musique, utiliser mon GPS, mais être aussi attentif à tout ce qui se passe. Je l'ai testé vraiment plusieurs jours. Je marchais dans la rue, j'ai fait du vélo avec, Et etc. ça marche bien, le son est bon parce que... Le son est excellent. Le son passe par les os qui se en trouvent. conduction osseuse. Exactement. C'est ça, Donc le incroyable. son est excellent, mais on n'est pas isolé du C'est ça. tout du reste de l'environnement. On n'est pas dans un circuit fermé, on entend tout ce qui se passe. On peut tenir une conversation, on peut entendre une voiture qui arrive, on peut entendre un piéton. Bien sûr. On entend vraiment... Tout en écoutant ses podcasts préférés, Exactement. sa musique ou même son GPS. Ou même son GPS pour se D'accord. diriger. Là, on n'est pas isolé et il n'y a pas de problème de sécurité. C'est un produit qui a été fait d'ailleurs pour les cyclistes. Il est totalement étanche et permet de continuer. Il te va très bien. Ce bleu piloter. te va magnifiquement bien. Ce bleu, pourtant, le bleu est beau. Alors, Ce sac à dos, c'est un DLC, une marque française. Et qu'est-ce qu'il fait, ce sac à dos? Eh ben, il a une petite diode derrière qui permet, en l'allumant, de devenir un feu arrière de vélo. Un feu arrière de vélo qui fait... d'accord. Et donc, Clignotant. Delsa a passé un accord avec Cosmo. qu'on Exactement. On connaît bien, hein. oui. On avait Bien sûr. reçu son DLC a fondateur. passé un accord avec Cosmo, de marque française. Hein. D'accord. Donc, le sac à dos fait clignotant, fait feu stop, fait feu de détresse. C'est un produit qui est ultra pratique. Très Le sympa, sac à très dos a joli, été conçu élégant, hein. pour l'extérieur. Il est totalement étanche, Mhm. donc il s'appelle Securain, justement. C'est le Securain Cosmo. Et enfin, un dernier sac à dos un peu plus élégant, un peu moins sportif, c'est Moshi. Moshi, c'est une marque qui fait des produits recyclables avec des produits recyclés. C'est un sac à dos. L'idée, c'est d'avoir un sac de ville qui peut se porter comme une mallette, qui peut se porter comme un sac à dos et qui peut se porter comme un sac de voyageurs. C'est on peut mettre multifonction, en fait. en On a vélo. un seul sac, mais qui fait tous 3 les usages. On Et voit que- donc, Alors on là, le je pense passe qu'en devant grattant ton comme ça. micro, je pense que les auditeurs ont dû se régaler, mais c'est pas grave. D'accord, donc c'est vraiment... 3 façons de le porter. Voilà, un sac qui a plusieurs fonctionnalités. Très, très sympa aussi. Donc Très voilà, joli. et surtout dans ce sac, toujours la petite note tech, Eh oui. il y a une poche RFID, on peut mettre son portefeuille, son smartphone et on peut ne pas se faire piquer les données vu qu'elles sont protégées, il y a un revêtement. Pascal Samama, donc pour sa petite sélection pour les vélos taffeurs, et c'est avec tous ces produits bien sympathiques que se termine ce En route pour demain, Pauline. Et oui, François, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. On sera là le week-end prochain, à la fois sur BFM Business et 01 TV. À très vite. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.